Salut, c'est Cosmic Watch. Aujourd'hui, on va parler d'un couteau finlandais. Il s'agit d'un Puukko fabriqué par Ahti qui s'appelle le Vara. Donc Ahti, c'est une petite entreprise finlandaise constituée d'un père et de son fils qui s'appellent Reino et Janne Rampila. Donc ils sont basés dans une ville de Finlande qui est assez connue pour sa fabrication coutelière qui s'appelle Kauhava. Kauhava, c'est aussi la ville qui abrite l'entreprise Lorin Metalli qui fabrique les lames Lori. Et en fait, c'est pas un hasard, ce couteau présente une lame Lori. Donc l'entreprise Ahti ne s'occupe pas de la lame elle-même, mais par contre fabrique le manche, l'étui, et puis s'occupe de l'aiguisage final du couteau qui est assez impressionnant. Je vais vous en parler un peu plus tard. Les lames Lori, ce sont des lames qui équipent les couteaux Ahti, mais aussi les couteaux Kellam, dont le look est quand même assez proche, à se demander si c'est pas fabriqué par, par les mêmes personnes, mais aussi Skrama qui est assez à la mode en ce moment, qui est une marque de couteau un peu moins chère, un peu plus rustique, mais donc avec les mêmes lames, donc avec la même qualité d'acier. Toutes ces entreprises sont basées dans la ville de Kauhava, donc on pourrait dire c'est un peu le tiers finlandais. Alors ce modèle, le Vara, qui veut dire apparemment quelque chose comme colline arborée ou colline verdoyante, c'est donc un couteau fixe avec une lame de 9,5 cm, donc qui n'est pas extrêmement grande pour un couteau fixe, avec un manche de 11,5 cm, ce qui n'est pas non plus extrêmement grand. On a donc une émouture scandinave, et donc c'est une émouture qui remonte vraiment haut, si on compare par exemple avec l'émouture d'un Mora dont la lame est d'épaisseur similaire. Comme vous voyez, l'émouture remonte nettement plus haut, et ça va se traduire bien sûr par un angle bien plus aigu que pour celui-là, avec une pénétration dans les matériaux qui va être meilleure. Alors ça va se payer aussi bien sûr par le fait que la lame est nettement plus fine derrière le fil, et du coup on aura une lame qui sera potentiellement un petit peu plus fragile. On a une pièce de laiton au début du manche, et ensuite on a un manche en bouleau madré avec des motifs assez jolis, je trouve. Comme vous le voyez ici, on a la fin de la lame. En fait, contrairement aux apparences, c'est un couteau qui est une soie traversante, qui n'est pas une plate semelle à proprement parler, puisque la lame ne ressort pas en haut et en bas, mais par contre la soie est assez large et va vraiment jusqu'au bout, ce qui veut dire qu'on a un couteau quand même assez robuste, qui va plutôt bien résister à la flexion, mais qui peut aussi prendre quelques coups, et donc bâtonner un petit peu. La lame fait donc 9,5 cm de long, elle fait 3,2 mm d'épaisseur, ce qui est pas ridicule. On a une lame qui est épaisse presque jusqu'au bout, et à la fin on a une petite pointe assez précise. Et puis on a une hauteur de lame qui est assez limitée, à 2 cm, ce qui fait que c'est un couteau qui va être extrêmement maniable. Alors pour le comparer avec un couteau nettement plus connu, on a ici le Mora Robuste. Donc comme vous voyez, la lame du Mora Robuste est un petit peu plus longue. Et ainsi que le manche, qui est vraiment nettement plus long. C'est une chose qui est assez frappante sur ce couteau quand on le prend en main, c'est que le manche est relativement court. On a une zone utile pour la main qui est quand même assez limitée. Si on compare ça avec le Mora Robuste, qu'on aligne le haut, on se rend compte qu'on a vraiment une longueur bien plus importante sur le manche du Robuste, et ce qui donne plus d'espace pour les mains. Alors, moi j'ai des mains de taille moyenne, quand je l'attrape, comme vous voyez, il reste quand même encore un peu de place. Par contre, si vous avez des énormes paluches, probablement que ce couteau-là n'est pas pour vous. Comme vous voyez, l'épaisseur de lame est tout à fait identique à celle du Mora Robuste. Vous voyez, les moutures remontent nettement plus haut que pour le Robuste, ce qui veut dire qu'on aura un angle bien plus aigu, donc une meilleure pénétration dans les matériaux, et en particulier le bois. C'est un couteau qui est vraiment fait pour tailler du bois. Mais on va avoir aussi potentiellement une plus grande fragilité de ce fil si jamais vous tournez, si jamais vous faites un peu torsion.
ça va être compensé par la composition du métal, vous allez le voir. La partie utile de la poignée, comme vous le voyez, elle est tout à fait comparable à celle d'un Mora Pro, là, les nouvelles séries de Mora. On a à peu près la même longueur de manche utile. Comme vous voyez, on a quand même un manche qui est nettement plus contouré. En termes d'épaisseur de manche, on est au-dessus des Mora classiques, et on est aussi plus épais que le Mora robuste, c'est-à-dire que c'est une poignée très arrondie. Ça se traduit par une ergonomie en main qui est extrêmement impressionnante, il remplit parfaitement la paume. Quelque chose que j'aime beaucoup sur les couteaux d'inspiration scandinave, c'est le fait que le manche ne se fait pas dans le prolongement de la lame, mais a tendance à rebiquer un peu plus vers le haut, et cette partie-là va venir se caler dans la paume et remplir la paume, et ce qui fait que c'est un couteau qui est extrêmement confortable à l'utilisation comme ceci. C'est un couteau qui est absolument confortable dans toutes les positions, que ce soit en position inversée, en position comme ça, avec le pouce sur la lame. Pour mettre vraiment le pouce sur la lame comme ça, on a un angle, donc c'est pas forcément l'idéal. Cette angulation n'est pas aussi gênante que pour la lignée des pros. Comme vous voyez, on va quand même dans le sens du désépaississement, alors qu'ici on a un rebord même qui est là. Et donc en fait, quand on met la main là, on a du mal à poser ça à plat, à la fois sur la lame et à la fois sur le manche. On arrive bien à avoir une prise forte où on appuie à la fois fort sur la lame et sur le manche. Bon, évidemment, l'idéal, c'est quand même le robuste, où on a un biseau qui va beaucoup plus loin, beaucoup plus proche de la lame. On est quand même sur la prise en main la plus efficace pour ce type de position. Alors, pour le comparer avec un autre couteau assez connu, voici le Real Steel Bushcraft, qui est un couteau que j'aime beaucoup, comme vous le savez si vous avez vu ma revue. Comme vous voyez, on a un couteau qui est à la fois un peu plus haut et un peu plus long, avec beaucoup moins de pointe que le Vara. Par contre, on a un manche de longueur relativement similaire. Si on les met de profil, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même volume. Le Real Steel est beaucoup plus plat, et ça fait partie des reproches que je lui faisais, c'est le fait de ne pas extrêmement bien remplir la main, contrairement à celui-ci. En termes d'épaisseur, le Real Steel est légèrement plus épais à 3,5 mm contre 3,2 pour le Vara. A priori, c'est des différences d'épaisseur qui sont assez négligeables en solidité, par contre pas en poids. En ce qui concerne le poids, on est à 92 grammes, ce qui est un poids assez modéré pour un couteau de cette taille. Alors, il est un peu plus court effectivement que le Mora, il pèse 10 grammes de moins. Et ça, c'est probablement dû aux matériaux qui constituent le manche. Le bouleau madré, c'est extrêmement léger, alors que le plastique qui constitue le manche du robuste est un peu plus dense, un peu plus lourd. Ça reste deux couteaux de poids très modéré, très raisonnable. Si on le compare avec le Real Steel, le Real Steel est pratiquement 2 fois plus lourd. Donc ça, c'est dû au matériau du manche, le G10 qui est assez dense et assez lourd, mais aussi bien sûr au fait que le Real Steel est un couteau plat de semelle, donc avec du métal qui remplit complètement la longueur et la hauteur du manche, contrairement à celui-ci. Si on y ajoute l'étui, on est à 116 grammes, donc l'étui est particulièrement léger, à 40 grammes, ce qui fait un ensemble à un poil plus de 130 grammes, c'est vraiment rien du tout. Alors quand on l'a à la ceinture, ça pèse rien du tout, on l'oublie complètement. Alors l'acier qui constitue cette lame, fabriquée comme je disais par Lorin Metalli, c'est une lame Lori, c'est un acier qui s'appelle le 80 CRV2. C'est un acier au carbone assez proche du 1080, c'est-à-dire avec 0,8% de carbone. Par contre, il y a un petit peu de chrome, un petit peu de vanadium, alors vraiment un tout petit peu, ça va le rendre très légèrement plus résistant à l'oxydation, mais c'est pas du tout, on est très loin d'être un inox. Par contre, ce chrome et ce vanadium, ça va donner un petit peu de souplesse à la lame. J'ai vu que cet acier était comparé parfois aux aciers même ressorts, comme le 51-60. Ça explique que cet acier soit aussi utilisé sur des lames nettement plus longues, comme les LeQ, parce que c'est un acier qui résiste assez bien à la torsion. La composition de cet acier fait que Lorin Metalli peut tremper les lames particulièrement dures, et donc ça c'est une lame qui est entre 59 et 62
HRC, c'est vraiment une lame particulièrement dure. Donc malgré la composition du métal, une lame trempée aussi dure va être quand même plus susceptible de faire des dents que de rouler ou de s'écraser au niveau du fil. Et donc ça veut dire que c'est le genre de couteau auquel il faut faire attention. Il faut surtout pas le taper contre des cailloux, il faut pas couper des choses qui sont très dures parce que cette lame va s'endommager. Si on ajoute ça avec la finesse de l'émouture près du fil, on a un fil qui est quand même un peu fragile face aux choses dures, par contre qui a une puissance de coupe et une résistance à l'abrasion qui est assez exceptionnelle, hein. Donc on a une émouture scandinave particulièrement qui remonte particulièrement haut, donc avec un angle particulièrement fin. Donc très peu de métal derrière le fil, donc une très très bonne pénétration, et on a un acier trempé très dur, donc en fait on a un couteau qui coupe très fort et très longtemps, mais par contre qui est un petit peu fragile face à des matériaux durs comme du caillou par exemple. Alors j'ai entendu dire que certaines lames Lori bénéficiaient d'une trempe sélective, c'est-à-dire d'une trempe nettement plus dure sur la partie fil et un peu moins dure, voire pas de trempe du tout sur le dos de la lame, ce qui permet de donner une meilleure résistance à la flexion tout en ayant un fil de lame particulièrement dur. Au vu du prix auquel on peut trouver cette lame nue qui est autour de 10 € sur des sites internet scandinaves, je vous mettrai les liens dans la description. Je ne pense pas que ça soit une trempe sélective, parce qu'une trempe sélective, c'est quand même un processus plus complexe, en particulier à industrialiser. L'étui est donc de design particulièrement classique scandinave. Certains diront qu'il a un air un peu ridicule. Si vous trouvez que cet étui a un look ridicule, je vous renvoie à certains habits traditionnels de nos régions qui sont pas forcément piqués des verres. Donc voilà. Donc c'est un étui traditionnel en cuir assez fin, mais assez bien rigide, qui est moulé, c'est ce qu'on appelle un étui chaussette, hein. Donc il y a une petite pièce en laiton fin autour, et on a donc ce qu'on appelle en anglais un dangler, je ne sais même pas comment on dit en français, ce qui permet au couteau de se promener quand il est à la ceinture, et donc de pas du tout gêner. Il est aussi assez bas par rapport à la ceinture, ce qui permet de ne pas être gêné pour mettre par exemple une ceinture de sac à dos. J'étais assez impressionné de voir à quel point c'était confortable de porter ce couteau à la ceinture avec une ceinture de sac à dos. Et donc à l'intérieur, on a un insert en plastique qui permet qui permet de gagner en durabilité. Par contre, l'insert en plastique est assez bas, c'est-à-dire qu'il commence au niveau de là où sera la lame quand elle est rangée. Et j'imagine que c'est pour permettre une bonne rétention au niveau du manche. Par contre, comme il commence assez bas, il y a toute cette partie jusqu'ici qui reste du cuir quand même un peu fin et qui est quand même vraiment à risque d'être découpé par la lame quand elle rentre ou quand elle sort, surtout quand elle rentre. Moi j'ai des doutes sur la durabilité de cet étui à la longue. Il faut peut-être prendre le coup de main, prendre l'habitude. J'ai déjà, voilà, comme vous voyez, j'ai déjà une coupure ici, c'est-à-dire que la pointe de la lame s'est bloquée sur le bord de l'insert en plastique, et en fait, du coup, est rentrée dans le cuir et l'a abîmé. De la même manière, ici, on a un bord qui est assez rond et donc qui prend quand même assez vite des marques sur la lame. Sur un étui en cuir classique, quand on rentre la lame, on est face à ce qu'on appelle le martyr, hein, qui est une partie qui est vraiment faite pour protéger l'étui de la lame. Ici, on n'a pas de martyr et donc on a un étui qui, par la conception, est quand même plus fragile, auquel il faut faire plus attention. Donc, quand on rentre son couteau, attention, il faut bien le centrer et comme l'insert en plastique dépasse un peu à l'intérieur, il faut faire attention à ne pas coincer la pointe de la lame. Donc c'est un étui qui a une excellente rétention une fois que le couteau est bien rentré. Par contre, c'est pas forcément facile de sortir le couteau d'une main. Et donc c'est un étui qu'il va falloir porter un peu en avant sur la ceinture pour pouvoir utiliser la main opposée pour sortir le couteau. Et de la même manière, pour guider le couteau dans l'étui, il vaut mieux tenir l'étui. Donc c'est plutôt sorti et rentré à deux mains pour cet étui. Donc voilà, un étui plutôt de bonne qualité, plutôt bien fait, mais par contre dont la conception fait qu'il ne va pas forcément avoir une grande durabilité. Au niveau de la bague en laiton, ça a parfaitement tenu, hein, malgré
Le fait que j'ai un peu tapé dessus pour faire du bâtonnage, alors je n'ai pas fait ça non plus comme un sourd, et j'ai pas fait ça non plus énormément, mais je voulais juste voir que si en cas de besoin, ce couteau pouvait faire l'affaire, et franchement, bâtonnage, même à travers des petits nœuds, la lame n'a pas bougé, et il n'y a aucun jeu qui est apparu dans la lame. La soie du couteau sur l'arrière, donc comme vous voyez, elle est matée au marteau dans une pièce de laiton additionnelle. Alors pour moi, c'est vraiment le couteau à emmener dans les bois par excellence. Il a plutôt un aspect naturel. Il a un contact très agréable en main. Évidemment, le fait qu'il y ait du bois tout le tour, qu'il ne soit pas une plate semelle, fait que même par des températures très très froides, le couteau sera agréable à utiliser, même à main nue, et vous risquez pas de vous coller la peau sur du métal congelé. La longueur de lame de 9,5 cm, donc qui est un peu plus petite qu'un Mora, moi je vois absolument pas la différence en termes de praticité. Je peux lui faire exactement les mêmes tâches qu'un Mora. En faisant peut-être un petit peu plus attention parce que voilà, un manche en bois c'est quand même un petit peu plus fragile. Quand je vais bâtonner, je vais certainement pas donner des coups de gourdin sur le manche, ça risquerait de le fendre ou de l'abîmer. Je trouve que ce format de lame est extrêmement polyvalent, l'ergonomie du manche est excellente. Et alors au niveau du tranchant, alors c'est vraiment impressionnant. Il faut quelques temps d'adaptation pour être honnête, parce que il mord tellement bien dans le bois qu'on a tendance à enlever des trop gros morceaux et à pas maîtriser sa coupe, tellement il mord fort. Il a une pénétration dans le bois qui est nettement meilleure que tous les autres couteaux que j'ai pu avoir, sauf un. C'est celui-ci, c'est le Mora 120. C'est un Mora de sculpture sur bois qui a une lame laminée, c'est-à-dire qu'il y a un cœur en acier trempé très dur avec un acier un peu plus souple autour pour éviter qu'il soit trop cassant. C'est le même principe que sur les couteaux Falkniven, sauf que là on a un acier au carbone au cœur, donc qui est plus facile à aiguiser et extrêmement redoutable en termes de mordant. Voilà le seul concurrent que je connaisse à ce couteau en termes de mordant dans la lame. Voilà, je ferai la revue de ce couteau à un moment donné parce que franchement il est impressionnant. Effectivement la lame est toute petite donc ça limite beaucoup les usages, mais alors pour la sculpture sur bois, pour tailler du bois, celui-là il est incroyable. Bon voilà, je vous le garde pour plus tard. Même le Resteel Bushcraft que je trouvais très impressionnant en termes de mordant, il est battu par le Vara. Voilà, le Vara c'est le couteau le plus coupant, le couteau on va dire à tout faire le plus coupant que je connaisse. Si vous cherchez un couteau particulièrement léger dont la principale fonction c'est de tailler du bois, eh ben, je dirais ce couteau-là, c'est un côté idéal. Hein. Je pense que si vous cherchez un couteau traditionnel un peu authentique, qui soit à la fois léger et performant, ben, voilà, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Hein. Au niveau du prix, bon, bah, bien sûr, on a des matériaux un peu nobles, on a du travail fait à la main, c'est pas un processus industrialisé. Et donc on a un couteau qui n'est pas non plus un premier prix. Hein. Pour moi je l'ai trouvé, je crois que je l'avais payé entre 60 et 70 €. C'est à peu près le prix auquel on le trouve aujourd'hui sur des sites scandinaves principalement, hein, comme Brisa ou Lamnia. Mais il y en a d'autres. C'est un couteau qui est quand même qui coûte son prix. Je dirais c'est le prix de la tradition et de la qualité. Et pour être honnête, c'est un couteau qui se sortira un peu mieux de beaucoup de tâches que le Mora, mais pas beaucoup. Clairement, ça justifie pas une telle différence de prix. Si vous cherchez uniquement de la fonctionnalité, eh ben, restez plutôt sur Mora. Si vous êtes sensible, par contre, à la noblesse de ce matériau, au travail fait à la main et au côté un peu traditionnel de ce couteau, et ben voilà, allez-y, c'est un bon produit, c'est de la bonne qualité. Voilà, la revue touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions complémentaires sur ce couteau, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça, vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, sur Instagram. Et si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, salut, à plus!